Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Alors Louis, on est au Forum des Assos à Voiron. On a rendez-vous avec Bruno Delage et on va parler du monde associatif et notamment de son futur. Alors Bruno, en parallèle de son boulot, il a toujours été dans les assos. Alors notamment dans le rugby. Tu vois, il a été joueur, entraîneur et maintenant il est bénévole, dirigeant au club du rugby de Voiron. Donc on va essayer de voir si on le croise dans les allées pour lui parler. Ah ben il est là, parfait. Salut Bruno. Salut Antoine, ça va? Ça va et toi? Ça va, je vais bien, hein. Je te présente Louis. Ah, bonjour Louis. On fait quoi? On reste là ou on va à la buvette? Oh, on va boire un petit café. Parfait. Alors juste, Bruno, avant de commencer, juste Louis, on va prendre le temps. On va parler des assos agréés, loi 1901, notamment des assos sportives. Parce que Bruno, il est bénévole, dirigeant, responsable de la formation du club de rugby de Voiron. Mais c'est duplicable pour les autres assos dans le domaine de la culture, du spectacle, de la science et autres. Alors déjà pour commencer, tu as 3 structures qui sont créatrices de richesse sur un territoire. On va dire 3 sœurs. La première, c'est l'administration. La deuxième, c'est l'entreprise. Donc ça, on a vu ça avec Pierre. Et la troisième, la petite sœur, c'est l'association. Et en plus de ça, on remarque, tu vois, une accélération depuis 5-10 ans du professionnalisme de ces assos, notamment dans le monde du sport. Et donc là, le concept, c'est que on va faire vieillir cette petite sœur pour voir quelle forme elle pourra avoir dans le futur. Donc on va prendre l'exemple d'un club sportif et on va imaginer un club omnisport sur le pays voironnais. Donc on va voir si c'est viable, si c'est possible, et on verra sûrement avec Bruno ses limites. On va surtout également se poser la question si cette structure d'omnisport peut devenir un méga booster économique et ou une immense machine d'insertion sociale. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on va se pencher sur l'association en elle-même, avec notamment ses fragilités. Voilà. Cette petite sœur qui a des fragilités, mais qui font son charme. Donc ces fragilités en termes de management, on va voir aussi avec les bénévoles, notamment, en termes de structuration et en termes de développement. Donc on va descendre la piste gentiment. On va commencer, Bruno, par une piste verte pour descendre. Alors Bruno, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qu'un bénévole? Est-ce qu'il a un statut particulier? Qu'est-ce qui fait qu'il rentre dans une asso et qu'il choisit tel ou tel asso? Ouais, le bénévole, il faut quand même savoir que le bénévole, c'est pas la personne qui passe devant la porte et qu'on interpelle. Alors on peut faire de la promotion de son activité en éditant que nous avons besoin de bénévoles, ce qui est le cas quasi permanent. Et à plus forte raison, j'ai eu encore des informations hier qui me laissent entendre que au niveau national, les plus hautes instances s'interrogent sur la disparition des bénévoles et la nécessité qu'il faut recruter du bénévole et tout. Donc on peut auprès du grand public faire un appel et des intentions pour recruter du bénévole. Le bénévole, il s'engage. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a aussi une réglementation, il y a un code, des codes. Le législateur a fait des codes. Je l'ai appris il y a quelque temps, une association ne peut pas mettre à la porte un bénévole comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un vrai motif d'exclusion du bénévole. Mais à partir du moment où le bénévole, il rentre dans l'association, il paie une cotisation pour que le bénévole adhère d'une manière ou d'une autre, adhère à la fédération à laquelle est rattachée l'association. Pour être en accord avec l'association, faut-il encore que l'association publie son projet et que le projet soit connu. On verra tout à l'heure, c'est certainement une des plaques tournantes de la réussite du système. Je croise beaucoup de personnes, toutes les années, je croise beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui, spontanément,
viennent voir parce qu'ils ont leur enfant ou autre, viennent voir parce qu'ils ont de la famille et ils disent moi ça m'intéressait, je peux vous donner un coup de main, comme ils disent communément, de manière occasionnelle ou pas, à tenir la buvette, à faire un stand et autres. Il n'y a pas de problème. Occasionnellement, je peux le faire sur de l'événementiel, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui, c'est un petit peu plus culturel, ont toujours été dans le milieu sportif et veulent y rester et veulent occuper une place. Donc, ils veulent se rendre, ils veulent occuper un espace et rendre service. Il y a beaucoup d'altruisme derrière cela. Et puis je qualifierais une troisième catégorie de personnes, qui sont les personnes qui ne sont pas intéressées, mais au travers de l'association, qui ne seront pas permanents non plus, mais au travers de l'association, qui leur permettra de se développer, d'apprendre, de faire et de voir autre chose. J'ai connu ça dans le cadre social, dans le milieu social, avec des personnes qui avaient fait dans notre entreprise un parcours et qui, à la fin de leur parcours, souhaitaient intégrer le clan, entre guillemets, des bénévoles de la structure. On peut avoir ce cas de figure. Mais bien souvent aujourd'hui, et ce sera l'évolution, certainement pour demain, c'est rattaché au fait qu'on aime la pratique. On apprécie la pratique, on veut rendre service également au développement et à la bonne santé de la pratique et de l'activité. Ou alors on a une famille, une partie de la famille qui est dans l'association, voilà, un lien familial. Alors il y a aussi des gens qui n'aiment pas forcément le rugby, qui n'ont pas de gamins au club, qui ne sont pas de culture bénévole, tu vois, de famille, mais qui viennent quand même au club ou dans les assos, parce que peut-être ils viennent chercher un lien social, non? Ça joue ça? C'est un des nouveaux rôles de l'association. Alors nouveau, mais récent quand même, en termes de qualification. C'est les personnes qui recherchent, effectivement, personnes qui recherchent pour l'essentiel un lien social. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la responsabilité sociale de l'entreprise et par voie de conséquence de l'association dans le cadre où il y a un rôle entrepreneurial qui est fait. J'en ai connu, oui, j'ai connu des gens qui venaient, d'une part, ils pouvaient exercer leur qualification professionnelle antérieure ou active auprès de l'association, mais également c'était des personnes qui étaient un petit peu isolées et qui ont retrouvé au travers de l'association un lien social, avec les effets, comme on a pu échanger déjà, avec les effets sociétals de parents isolés et tout ce qui va. D'accord. Mais il n'y a pas que des bénévoles. On parle de triptyque gagnant parfois. Tu vois, le permanent, le bénévole et l'adhérent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ça pourrait être ce qui a été qualifié du triptyque gagnant. Effectivement. Alors, il faut peut-être quand même redéfinir, effectivement, et il est important de redéfinir les appellations. Le bénéficiaire dans certaines associations ont le titre comme ceci, on le qualifie de bénéficiaire. Dans d'autres, on va parler d'adhérent au sens large. L'adhérent, c'est celui qui veut exercer une pratique sportive et qui fait un choix d'aller dans un club qui est à statut associatif. Voilà, tout simplement, il prend une licence et il adhère au système. Donc ça peut être l'adhérent. Ça peut être également, d'une manière, un terme générique, le client, avec l'évolution des associations et le développement. Association égale entreprise, dans l'esprit du moins, et dans ces organisations qui ont du moins, ça peut être aussi le client. C'est-à-dire que ça donne une vraie dimension au travail et à l'organisation de l'association, et notamment le fait que l'association puisse embaucher des personnes et avoir à ce titre des permanents. Et en plus, on va trouver pour l'équilibre, le troisième point d'équilibre qui va être le bénévole de l'association. Le bénévole, il peut aussi être dirigeant, puisque pour des raisons d'assurance et autres, les fédérations demandent à ce qu'il y ait une affiliation à la fédération. Ouais, donc on a vu les trois personnages clés, l'adhérent, le permanent et le bénévole, mais c'est vrai qu'il y a le concept de bénévolat, qui est quand même le ciment de l'asso. Le bénévolat, le bénévole par voie de conséquence, je
j'aurais tendance à dire, est l'âme centrale de la composition d'une association, quelle qu'elle soit. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'association. Je reprécise que nous sommes dans le cadre de la loi 1901, structure associative à titre à non lucratif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des transferts d'argent, il peut y avoir de l'argent échangé à l'intérieur de l'association, même avec l'extérieur de l'association, mais les bénéfices ne sont pas reversés à des actionnaire. Donc les bénéfices, ils rentrent dans l'association, ils restent dans l'association pour améliorer. Et de fait, vu les aides associatives aujourd'hui, il y a ces permanents qui viennent, ils amènent, comme tu dis, de la compétence. Encore faut-il avoir identifié le besoin à l'intérieur de la structure, et on va à quelque part, entre guillemets, c'est toujours un mot qui est prêt à l'interprétation et qui est un petit peu vilain, mais on va recruter. L'association va recruter, et qui recrute, c'est le bénévole. C'est le bénévole qui, au travers d'un cahier des charges ou d'un besoin, va recruter le permanent. Il a un contrat de travail. Là, c'est pas la loi 1901, c'est un contrat de travail édité par le législateur et par le Code du travail. Donc il y a, comme tout salarié, le permanent est un salarié de l'association, il y a un salaire, une grille de salaire, une convention professionnelle, tout est parfaitement calqué de la même façon que sur le code du travail qu'un travailleur lambda. D'accord. Mais juste aussi, on parlait tout à l'heure de management, de gestion humaine, donc avec ses adhérents, ses permanents, ses bénévoles. C'est pas facile, en vrai. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de l'organisation même de l'association ? Le succès, il vient de cet équilibre. Il vient de ce qui va se passer dans le noyau de ces trois supports. Ce sont des supports clés. Le succès viendra aussi, ou la réussite viendra aussi, je ne voudrais pas faire tort à Maslow, mais il viendra aussi je me permettrai pas, je viendra aussi du renversement de la pyramide. C'est-à-dire qu'on arrive à retrouver des organisations aujourd'hui qui sont très verticales, avec encore un président, c'est une obligation, un président, secrétaire, trésorier, c'est une obligation pour fonder une asso. Mais aujourd'hui, dès qu'on est organisé, on va trouver une organisation qui peut être un petit peu pyramidale, avec beaucoup de verticalité, alors que une des raisons de succès, c'est la participation, c'est le participatif. Association et associatif, s'associer sur un projet commun. Et j'aurais presque tendance à dire, on ne parle pas forcément de démocratie, mais on va parler d'action consensuelle. L'association, c'est un espace qui nous permet d'échanger. Alors tout le monde n'est pas d'accord, heureusement. Mais voilà, quand on fait quand on a une démarche démocrate, essentiellement démocrate au sens du terme, le vote, si je donne cet exemple-là, il y a toujours 51% de satisfaits et 49% de déçus. C'est de se mettre, comme on dit, autour de la table et de travailler ensemble. Donc les bénévoles, tenir compte de l'adhérent. On lui pose très peu de questions, comment tu vis l'exercice que tu fais au niveau de l'association. Et puis tenir compte aussi du bénévole. Donc il nous faut parler à tout le monde. Et puis ce lien, le procédé qui va nous permettre de relier tout ça, c'est le projet associatif qui doit être formalisé. Et le projet associatif, c'est pas l'affaire d'un président, c'est pas l'affaire d'un trésorier ou c'est pas l'affaire d'un secrétaire général. Le projet associatif, il doit prendre les trois supports, adhérents, bénévoles et permanents. Et puis, pourquoi on vient ? Alors c'est vrai que tu as parlé du projet associatif, qui est un document qui doit être rendu public et qui est un peu le fil d'Ariane de l'asso. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dedans, dans ce document ?
Il va falloir qu'on décrive dans quelle société on s'inscrit. Il y a un effet sociétal. Dans quelle société on s'inscrit. Avec quels partenaires on travaille. Les partenaires, ils sont institutionnels ou ce sont des financeurs. C'est important. L'association aujourd'hui vit encore et grâce aux donateurs et aux partenaires économiques et aux institutions. Autrement, ce serait difficile d'avoir une progression. On ne pourrait pas vivre uniquement des adhérents. On ne peut pas vivre uniquement de la collecte des adhésions. L'organigramme, quelle organisation on va trouver? Je suis nouveau, j'arrive dans une association. À qui je parle? Qui est-ce qui est en face de moi? C'est important. L'organigramme est important. L'organigramme, il traduit l'organisation, il traduit également les circuits de communication. Comment est-ce que je circule? Et également les éventuels rangs hiérarchiques, ce qui gomme pour partie aussi, qui devrait gommer pour partie, quelquefois un petit peu les tensions entre les bénévoles et les permanents. Voilà, ça nous permet ça. Et quels sont les projets de développement? Donc on est sur ces items-là principalement. Mais il est vraiment important, en préambule, d'énoncer la raison d'être et le but de l'association. Quelqu'un vient dans le milieu du rugby, ça peut paraître ridicule ce que je vais dire, mais faut-il encore qu'on lui ait dit qu'ici on pratique le rugby. On n'est pas en train de vendre des produits à des partenaires. On n'est pas en train. Ça, c'est un support, la pyramide inversée, pour qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'on étaye de chaque côté. Donc l'action partenariale, l'action commerciale et tout vient nous aider. Mais prioritairement, on vient pour la pratique du rugby ou pour apprendre à la pratique du rugby ou pour apporter son soutien pour que les rouages fonctionnent de l'organisation en tant que bénévole à cette pratique-là. L'objectif, il est de développer la pratique du rugby et dans un deuxième temps, peut-être la performance sportive, puisqu'il faut en parler, aujourd'hui c'est d'actualité. Mais si on ne traduit pas ça au départ, il peut y avoir un questionnement, et également sur le qui fait quoi dans un club. C'est important. Hein. D'accord. Alors après, juste pour résumer, ce que tu as dit, notamment avec le projet associatif, c'est déjà identifier, être conscient de l'environnement économique et social autour de l'asso. Ensuite, il y a l'organisation, plus pratique. Et après, il y a la vision et le projet de développement. Ensuite, il y a la raison d'être. Et si j'ai bien compris, en fait, quand tu dis il faut retourner la pyramide, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur le pratiquant. Je prends l'exemple du rugby. Les valeurs du rugby, tu les comprends, enfin en tout cas, tu les imprègnes en faisant du rugby, en allant sur le terrain de rugby. Donc c'est-à-dire que les valeurs du sport, et ça peut être duplicable dans tous les autres sports, elles sont dans la pratique. Alors après, on peut les communiquer envers les partenaires, envers la population, soit pour attirer des sponsors, on peut attirer des bénévoles, on peut attirer des pratiquants, mais ça c'est dans un second temps. Parce que c'est dans la pratique effectivement qu'on a ces valeurs-là, et c'est ces propres valeurs-là qui vont nous aider à s'insérer dans la société. Le rugby, ça peut être le respect, la solidarité et autres. Et pour revenir au concept de bénévolat, est-ce que tu ne penses pas que tous ces bénévoles, inconsciemment ou consciemment, alors soit on peut servir des cafés à la buvette, soit on peut porter des gourdes sur le terrain, peu importe, est-ce que inconsciemment c'est pas la motivation, cette motivation-là, qu'on va intégrer tous ces jeunes-là dans la société, avec ces valeurs-là? Est-ce que tu ne penses pas que ça dépasse les motivations dont on a parlé tout à l'heure, et notamment via ce rôle social? Il y a quelque chose qui dépasse le simple fait de se satisfaire soi-même, mais c'est de satisfaire aussi les autres et d'amener son savoir auprès des autres. La motivation, elle est... Ouais, je pense qu'on évoluera, mais je pense qu'elle sera de plus en plus d'ordre social, la motivation. Par exemple, on peut créer et travailler socialement dans un espace donné avec un effet sociétal auprès des établissements scolaires par exemple. Et je précise, si on arrive à allier sur un double projet pour un jeune, si le secteur le permet, si la dimension
également le permet. Le spectre, on va dire, de l'éducation nationale et des établissements scolaires. Si tout ça le permet, on va pouvoir prévoir si l'environnement est économiquement riche d'entreprises et autres, si cet environnement qui doit être décrit dans le projet associatif également, on va pouvoir permettre aux jeunes gens de conduire et de mener un double projet, qui sera un projet d'une part sportif. S'il y a une belle organisation et une bonne organisation et si on est efficient sur la formation, mais également un projet d'emploi. Ouais, donc en plus de communiquer des valeurs de savoir-vivre, savoir-être, propres à chaque sport, notamment, concrètement, l'asso, elle peut t'aider aujourd'hui à trouver un boulot ou trouver des études. J'ai un petit clin d'œil à rajouter aujourd'hui. Moi, comme d'autres dirigeants, on va dire recruteurs de bénévoles, parce que c'est quand même un souci permanent dans notre structure, très rarement, il nous est arrivé de poser la question: qu'est-ce que tu voudrais faire dans notre association? Très rarement. On connaît quelqu'un, on sait qu'il a une compétence de comptable, de cela. On va le voir, on dit: tu ne nous donnerais pas quelques heures pour faire la comptabilité dans l'association, et ainsi de suite. Alors il accepte ou il n'accepte pas parce qu'on est copains et tout. Donc de fait, on développe une espèce de réseau copinage pour partir. Et puis après, quelquefois, il n'y a que des déçus. Donc il faut faire très attention quand on approche, et quand l'association approche un bénévole, une personne. Il est important, si cette personne est d'accord pour qu'on lui parle et qu'on échange là-dessus, il est important de lui demander ce qu'elle souhaiterait faire. Parce qu'elle vient à titre gracieux, ne le perdons pas de vue, elle vient pour du plaisir. Donc le terme plaisir ne s'emploie jamais dans l'échange. Il ne s'emploie jamais dans l'échange, dans un premier temps. Donc il est important de lui poser la question. Ouais, et alors en plus de ça, on parle de valeurs, alors qui sont propres parfois à chaque sport, ce qui peut être peut-être, j'anticipe un peu, mais peut-être un frein dans le club omnisport, qui regroupe plusieurs sports, donc plusieurs valeurs. Mais en parlant de ça, alors il y a le pratiquant qui connaît ces valeurs-là, mais en plus de la pratique, Bruno, comment on peut communiquer sur ces valeurs, déjà en interne, déjà à l'intérieur de l'asso? Bien communiquer, c'est également dire, commenter, développer, expliquer. Ça peut être aussi acculturer, à quelque part. Il faut qu'on amène toujours et qu'on soit porteur de la culture du sport, quel qu'il soit, quand on est dans un milieu sportif. C'est l'ADN, oui, c'est le sens et l'essence même. Et c'est l'essence même de notre volonté. Et on voit, comme tu dis, en fait, que l'importance en fait, du bénévole. Parce qu'il va être véhicule, il va contribuer à ces valeurs-là, et donc à l'insertion sociale par rebond. Et donc, d'où l'importance de bien garder ces bénévoles, ou en attirer, et de bien communiquer, et notamment bien accueillir. Ça, je sais que c'est quelque chose qui te préoccupe. L'accueil demande beaucoup d'écoute, et d'être dans l'échange et être dans ce que le club ou l'association est, dans ce qu'elle est. Il ne faut pas qu'on soit à vouloir espérer avoir des Rolls quand on va très bien maîtriser la 4L ou la 2 chevaux. Il ne faut pas espérer aller plus loin. Quelquefois, l'espérance est ce que j'appelle l'illusoire, l'illusion, conduit à beaucoup de tensions, de ressentiments. On est très peu factuel. Restons, je veux dire, au juste niveau. Et oui, et pour aller dans ton sens, on a vu la fragilité, mais aussi l'importance des bénévoles, l'importance du rôle social de l'asso, par la pratique et ses valeurs, mais en parallèle, on peut voir comme un point de rupture. C'est-à-dire que les assos sportives, en tout cas les clubs amateurs, tendent vers le professionnalisme, mais parfois on a la sensation qu'elles se fissurent, enfin en tout cas qu'elles se déconnectent du pratiquant.
C'est-à-dire que certaines assos, pas forcément sur le territoire, hein, mais de manière générale, certaines vont devenir une plateforme RSE ou seulement une interface économique avec les entreprises locales. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles se fissurent en 2 ou en 3. Donc il y a d'un côté la pratique avec les pratiquants et il y a l'autre partie, effectivement, plus sur l'extra-sportif et ce dont on a parlé. Donc tout ça, ça peut aussi tendre vers une perte de l'ADN et jusqu'à oublier ses pratiquants. Donc il y a un équilibre en fait à trouver là. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est les limites certainement du système associatif et coopératif. Tu vois, une association pourrait très bien se constituer coopérative dans un deuxième temps. Par exemple avec des gens qui sont de compétences différentes, mais qui, par le produit de leurs compétences, arrivent à faire qu'un et arrivent à faire avancer le schmilblick. Par contre, s'il n'y a pas d'adhérents, c'est-à-dire de clients, de consommateurs, entre guillemets, de gens qui pratiquent et qui, eux, c'est la mesure, si on ne met pas en regard de ce qu'on fait, de l'action, de l'activité, si on ne met pas une mesure qui va nous permettre de dire ben là on va dans le bon sens, une boussole, c'est ça qu'on veut, là on est dans le bon sens, ça c'est efficace, mais il va falloir questionner celui qui est au bout du tuyau, au bout du tunnel, pour lui demander qu'est-ce que tu en penses et comment ça se passe. C'est pour ça que nous avons tenu, et c'est juste un nouvel exemple par rapport à ça, nous avons tenu l'association sportive où je suis bénévole, dans cette association sportive, à pouvoir faire que notre progression et notre amélioration ne viendra que de l'évaluation du pratiquant. C'est-à-dire on évalue qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, quoi. En gros, l'évaluation est là. L'évaluation, c'est la mesure de l'écart entre ce qu'on prévoit et ce qui se fait. Encore faut-il prévoir. Peut-être que demain, ou après-demain, c'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui déjà, sur un aspect financier, les institutionnels et le législateur demandent des comptes. Ils demandent un budget prévisionnel et ils demandent un résultat. Donc lui, il est bien à l'évaluation de dire cette association fonctionne ou fonctionne pas ou ne fonctionnera pas, puisqu'on peut faire de la projection. Oui, alors c'est pour ça qu'il y a aussi cet équilibre entre l'organisation, la structure en elle-même, la rigueur, j'allais dire, d'organisation. Cette rigueur-là, ces structures-là, on en parlait tout à l'heure avec le management et la gestion humaine du bénévole, c'est pas incompatible d'une certaine manière, parce que ça pousse, comme tu dis, à travailler sur l'auto-évaluation, sur la satisfaction des pratiquants. Donc la structure en elle-même, c'est pas forcément un manque de liberté vécu par le bénévole. En tout cas, il faut bien l'amener, c'est certain, mais c'est pas forcément incompatible la structure avec l'épanouissement dans une structure associative. La démarche qualité donne du sens dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions, donne du sens. Donc pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le sens par rapport à ça et la méthode? Donc on évalue en permanence. Et il faut même, l'idéal, on n'est encore pas tout à fait là dans les assos, il faut être en capacité de s'auto-évaluer. C'est sur un aspect méthodologique, strictement pratico-pratique. Voilà. C'est ce que j'essaie de transmettre. Donc comme tu dis, malgré le fait qu'on se professionnalise dans ces assos-là, il ne faut toujours pas perdre le terrain, la pratique, dans n'importe quel asso, j'allais dire. Il ne faut pas perdre son ADN, en fait. C'est ça un peu le challenge, quoi, quand on monte en puissance. La définition de l'asso dans son mode entrepreneurial doit être très, très, très précise. Qu'il en soit, quand un client voulait acheter du papier, il allait dans une papeterie, il ne faut pas qu'il se trompe. Alors après, il y a eu des dérives commerciales où les grands supermarchés ont proposé beaucoup, on vient pour acheter des petits pois et on part avec une voiture. Un exemple, une télévision, alors qu'on est acheté à l'origine d'une boîte de petits pois, mais ça c'est du marketing, c'est d'autres raisons. Mais déjà, a priori, le besoin primaire du client, c'est d'acheter 1 kilo de pommes. Il va dans une épicerie parce que l'épicerie propose 1 kilo de pommes.
Et celui du rugby, il vient pour jouer au rugby. Et il vient pas ni pour faire et ça j'insiste un peu là-dessus, il vient ni pour faire la préparation mentale, ni pour faire autre chose. Mais après, on amène des compléments. C'est comme les compléments alimentaires, ça. Ouais. Bon, écoute, Bruno, avec Louis, on va aller faire un tour dans le forum. Bon, écoute, on se revoit tout à l'heure. On va parler notamment d'Omnisport. Hein, c'est l'idée. Et que tu nous donnes un peu ton avis là-dessus. Ok ? Allez, bah écoute, à tout à l'heure. Salut. Et à tout à l'heure, Antoine. Bonne visite.